La région du Moronou ne produit qu'1% de la production nationale de cacao. Pourtant, il y a plus de 40 ans, cette partie du pays était considérée comme la boucle du cacao. Nous nous pencherons sur ce déclin de la culture du cacao dans le Moronou dans ce journal. Et puis l'enlèvement en pleine nuit de plus de 300 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria laisse leurs parents dans le désarroi. Les autorités espèrent réussir à négocier leur libération. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La culture du cacao est aujourd'hui délaissée dans le Moronou au profit de l'évéaculture et des produits vivriers. Cette région en avait pourtant fait sa chasse gardée dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, la culture de l'or brun à l'épreuve de cette concurrence s'essouffle. Le Moronou ne produit qu'1% de la production nationale. Qu'est-ce qui explique ce désamour des planteurs pour la culture du cacao? C'est ce qu'Antoine Bassa nous explique dans ce reportage. Dans le salon de sa maison de 4 pièces à Ara, dans la région du Moronou, Awoutano expose fièrement ses tableaux d'honneur et trophées glanés au fil des années. Le planteur a été désigné premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire en 2020 à la Journée nationale du cacao et du chocolat. En tout cas, matin, quand il me réveille, il voit mes tableaux, vraiment mes trophées. Je suis content, je suis très heureux parce que dès que je le vois net, je sais que en tout cas, les travaux que j'ai fait en brousse, vraiment, ça m'a donné beaucoup de courage, ça m'a donné beaucoup de choses. Voilà, j'ai été récompensé. Cette année, Dieu merci, j'ai été le meilleur. En tout cas, je suis fier, je suis content, très heureux. Mais la fierté du planteur est de plus en plus entachée par les difficultés rencontrées, liées notamment au changement climatique et à l'entretien de ces vastes plantations de cacaoyers. Actuellement, c'est dur. Actuellement, c'est très dur parce qu'il ne pleut pas. Avant qu'on plante cacao, on n'est pas obligé même d'entretenir comme actuellement. Et puis ça donne au bout de 3 ans, on commence à récolter. Mais maintenant, il faut acheter des produits par-ci, des produits par-là. Vraiment, c'est dur, c'est compliqué. Ça fait que les récoltes même n'avancent pas trop comme avant. Il y a un peu plus de 50 ans, dans les années 60 et 70, la région du Moronou était la boucle du cacao. Mais aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, produisant environ 20 000 tonnes chaque année, soit 1% de la production nationale, estimée à 2 millions de tonnes. Entre ses cabosses jaunes et vertes, Joseph Conin, ce planteur qui essaie de marcher dans les pas de son père, raconte ses épreuves. Mon problème est que je n'ai pas de manœuvre. Si tu n'as pas d'argent pour toi-même te traiter, payer médicaments pour te soigner, disons la vérité, c'est que tu peux avoir l'argent pour traiter cacao. Le cacao ne donne pas parce qu'il ne pleut pas. La pluviométrie, ce n'est pas ça. Il ne pleut pas. L'État ivoirien, on nous dit de ne pas tuer nos arbres dans nos plantations, mais les exploitants forestiers à tout moment viennent couper les bois pour partir. Il ne pleut pas. Même réalité chez Sidiki Fofana, un jeune planteur de Bongouanou. Nous, on manque d'engrais. Souvent, quand on prend engrais, les trucs là, les coopératives là, et quand on vend cacao, c'est maintenant on rembourse. Donc si l'État pouvait nous donner les engrais pour mettre en bas des plantes de cacao, ça pouvait nous arranger. Malgré ces difficultés, l'on reste optimiste à la Société coopérative des producteurs agricoles d'Aboussou, prix de la meilleure société coopérative du Moronou. Vu ce qui se passe dans la région du Moronou, par rapport aujourd'hui à la qualité des producteurs même, parce qu'en fait, les vieux producteurs sont en train de disparaître au profit d'une jeunesse qui accorde un peu d'importance, c'est vrai, il y a l'or, tout ça, qui est en train de déteindre un peu le profil du producteur du cacao, mais n'empêche que pour ceux qui s'y adonnent, vu ce que ça donne comme résultat, nous pensons honnêtement que d'ici l'an 2025, nous allons rivaliser avec ceux qui nous ont, disons, pris notre place pour voir aujourd'hui est-ce que cette place-là ne peut pas nous revenir. En attendant que le Moronou redevienne la boucle du cacao, les producteurs sont sur le terrain, dans leur plantation, au travail, pour maintenir la Côte d'Ivoire à sa place de premier pays producteur de cacao au monde. Une note triste dans ce journal, le grand marché de Soubré dans le sud-ouest du pays a encore été ravagé par un incendie dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Selon des témoignages, le feu est parti du compartiment des magasins de cosmétiques. Le grand marché de Soubré, sachez-le, avait déjà subi les affres du feu en 2018. À l'approche des fêtes de fin d'année, les magasins avaient été ravitaillés. Les commerçants
ont donc tout perdu. Pour l'heure, les causes de l'incendie n'ont pas encore été élucidées. Parlons santé. Les banques de sang sont confrontées à une pénurie. La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus n'a pas arrangé les choses. Et le gap de 100 000 poches de sang va crescendo. C'est pour répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine que l'ONG Lanaya Universelle et le CBCG de Cocody initient une collecte de 200 poches de sang. Le reportage de Clément Boucaud. Le sang, un liquide biologique vital pour le maintien de la vie humaine. Ce liquide si précieux qui ne se fabrique pas n'est pas vendu en pharmacie. Seul un prélèvement à partir d'un donneur permet de ravitailler les personnes en manque de sang. Mais les donneurs se font de plus en plus rares, surtout avec l'avènement de la maladie à coronavirus. D'où l'appel régulier des responsables du Centre national de transfusion sanguine aux populations pour alimenter la banque de sang. L'ONG Lanaya Universelle et le CBCG de Cocody mutualisent leurs forces pour répondre à cet appel. Combien de morts sont enregistrés dans les hôpitaux, dans les centres de santé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sang. Et vous voyez à travers la ville des personnes valides qui ne savent pas qu'elles peuvent se déplacer pour aller donner le sang pour sauver le frère, la sœur, l'enfant qui est à côté et qui a besoin de ce sang-là. Et donc l'appel que je lance, c'est que chacun de nous comprenne qu'en donnant un peu de son sang, nous sauvons des vies. Pour les responsables et les étudiants du CBCG, c'est une aubaine pour faire œuvre utile. J'ai une petite soeur qui avait un problème de sang. Donc nous sommes allés à l'hôpital, mais on avait des difficultés à avoir des poches de sang. Et peu de temps après, nous avons eu gain de cause. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis là, parce qu'il y a des personnes aussi, en dehors de ma petite soeur, qui en auront besoin. Nous comptons organiser 2 autres opérations de don de sang à partir du mois de février et le mois d'avril. Donc toujours avec l'ONG Lanaya. Et nous pensons qu'on va mobiliser assez d'étudiants pour donner le sang. L'ONG Lanaya Universelle et le CBCG de Cocody entendent poursuivre cette collaboration afin de toujours sauver des vies humaines. L'école primaire de Kofisioka, un village de Katiola, a été équipée en table à banc, une initiative d'un fils de la localité qui veut appuyer ainsi l'État dans sa politique de promotion de l'école obligatoire. Soro Corona de RTI Boaki. Kofisioka, village de la sous-préfecture de Timbi, département de Katiola. L'effectif pléthorique des écoliers dans la classe OCP1, cours préparatoire première année, et le déficit des salles de classe constituent des préoccupations majeures pour les responsables de l'éducation dans ce village. La réalité de l'établissement, il faut souligner que nous avons 350 élèves pour 130 bancs. La salle de CP1 ne peut pas contenir 100 élèves. Il nous faut 50 élèves ou bien 60. Sans, les élèves ne pourront pas faire quelque chose. Des préoccupations qui interpellent certains cadres du département, notamment Touré Nabana Benjamin. Il a fait don d'une cinquantaine de tables à l'établissement scolaire et remis en état une centaine. Et ce que j'ai fait là, je pense que tous les cadres de la région doivent pouvoir le faire. Le sens de ce don, c'est de donner un coup de pouce à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits frères, pour qu'ils puissent être dans de meilleures conditions de travail. Mon message particulier, c'est l'appel que je peux faire à mes frères cadres de la région pour qu'on se mette ensemble pour le développement de notre région. Le président de la mutuelle de développement encourage l'initiative et interpelle les autres cadres de la localité. Fait appel à tous les cadres de la région. Il faut que chacun y mette de son temps, il faut que chacun y mette de son argent, chacun y mette de sa connaissance, parce que ce sont les cadres qui doivent aider l'État. Les autorités administratives et éducatives de la sous-préfecture de Timbi ont apprécié ce don qui vient soulager le corps enseignant et les apprenants du Kofisioka. Hors de chez nous, le rapt de plus de 300 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria a été revendiqué par Boko Haram. Les parents des adolescents enlevés sont dans l'angoisse de l'attente. Les autorités, elles, espèrent réussir à négocier leur libération. Ces élèves du pensionnat de Kankara ont entre 11 et 20 ans.
Des centaines de lycéens kidnappés lors de l'attaque du pensionnat de Kankara dans le nord-ouest du Nigeria sont toujours entre les mains du groupe armé djihadiste Boko Haram qui a revendiqué l'enlèvement. C'est plus d'une centaine d'hommes armés à moto qui ont attaqué l'école rurale en pleine nuit. Certains adolescents ont pu fuir dans la brousse environnante pour s'y cacher. J'ai 3 enfants dans cette école. L'aîné, lui, a réussi à escalader le mur et s'échapper. Il a utilisé le téléphone d'un habitant de la ville et il m'a appelé sur mon téléphone. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes dans l'école et il m'a raconté ce qui s'est réellement passé la nuit précédente et qu'il n'avait pas vu l'un de ses jeunes frères et sœurs. Nous avons tellement des larmes, nos cœurs sont en deuil et nous ne savons même pas quoi faire. Nous sommes fatigués de parler, nous demandons donc au gouvernement de nous aider, au gouverneur Massiri de nous aider, à Dieu de nous aider et protéger nos enfants des mains de ces ravisseurs. Une opération militaire est en cours et les autorités affirment être en discussion avec les kidnappeurs. Ce rapt massif rappelle celui de 276 jeunes filles en 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP a été commenté par Joël Gossé. Et puis, face à la deuxième vague du coronavirus qui touche surtout à Kinshasa, un couvre-feu va être instauré à partir de vendredi dans toute la République démocratique du Congo. Cette mesure sera en vigueur de 21h à 5h du matin. La RDC, qui compte plus de 80 millions d'habitants, est relativement épargnée en nombre total de cas, un peu moins de 15 000 pour 364 décès depuis le 10 mars selon les chiffres officiels. Mais une hausse est enregistrée depuis quelques semaines avec 345 nouveaux cas, dont 298 à Kinshasa, selon le dernier bulletin des autorités sanitaires qui font également état de 6 nouveaux décès mardi. Et pour finir, sachez que les 27 États de l'Union européenne pourront commencer le même jour leur campagne de vaccination anti-Covid. Des notifications du feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer-BioNTech, selon la présidente de la Commission européenne. Et c'est dans une semaine que le premier vaccin sera autorisé. Les vaccinations pourront donc commencer immédiatement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.